Il y a 168 heures dans une semaine. C'est le point de départ. Ouais, c'est un chiffre qui pose des bases, clairement. Bah oui, parce que si on enlève le temps de sommeil vital et disons un emploi à temps plein, tout ce qui est de plus classique, il reste environ 72 heures. 72 heures, c'est énorme quand on y pense. Mais oui, c'est du capital temps pur, genre totalement libre chaque semaine. Alors, la vraie question qui se pose quand on regarde un peu notre société actuelle, c'est pas de savoir si on a reçu à la naissance, tu sais, ce fameux talent génétique. Hmm. Le mythe du génie inné. Exactement. La question dérangeante, la seule qui compte vraiment au fond, c'est de se demander où se sont évaporées ces 72 heures la semaine dernière. C'est inconfortable comme question. Un très inconfortable, hein. Surtout qu'on baigne dans une époque complètement obsédée par les raccourcis. On nous vend des astuces de productivité miracles partout. Ouais, la pilule magique. C'est ça. On cherche constamment à contourner l'effort. On veut le résultat brillant, sans jamais traverser le processus douloureux. Et c'est le grand paradoxe moderne. En fait, c'est justement le point de bascule fondamental de ce que nous explorons ici. Vas-y, explique-nous ça. Jusqu'à présent, dans cette analyse, on a énormément parlé de la douleur pure. Ouais, les trucs extrêmes. Voilà, on a décortiqué les mécanismes de survie pendant les ultramarathons. Des courses faites avec des os brisés. C'était glaçant d'ailleurs. Totalement. On a plongé dans la psychologie de la fameuse semaine d'enfer de la Navy, là où le corps lâche bien avant l'esprit. Mais là, dans cette partie, le récit opère une transition fascinante. C'est-à-dire, on passe à quoi? On passe de la guerre physique extrême à une guerre silencieuse. Une guerre beaucoup plus insidieuse, le quotidien. Ah ouais, la routine quoi. Exactement. Que se passe-t-il quand l'adrénaline retombe? Quand il n'y a plus d'instructeur militaire pour te hurler des ordres? Et qu'on se retrouve seul face au vide de ses propres journées. Ok. Décortiquons un peu tout ça, parce que la première grande idée qui vient pulvériser nos certitudes face à ce vide, c'est la destruction totale de ce mythe du talent. Ouais, le texte frappe fort là-dessus. Ça remet complètement en perspective notre notion même de l'effort. Ah mais clairement. L'idée de travailler 40 heures par semaine, tu vois, ce standard que la société entière considère comme la norme ultime de l'accomplissement, Le fameux 35 ou 40 heures. voilà. Eh bien, c'est présenté comme l'équivalent de la fameuse règle des 40% dont on a déjà parlé, Hmm, le moment où le cerveau dit stop alors qu'il reste 60% de réserve. c'est exactement ça. 40 heures de boulot, c'est le strict minimum syndical de l'existence. Le niveau zéro de l'effort, en quelque sorte. Ouais, et s'en contenter pour construire ses rêves, eh bien, d'après cette philosophie, c'est accepter de stagner dans la médiocrité. Et du coup, on en revient à cette statistique brutale des 168 heures. Parce que la mathématique est implacable. Faisons le calcul. Vas-y. Si on dort 8 heures par nuit de manière religieuse, Ce qui est déjà très bien, hein. c'est l'idéal, ouais. Ça fait 56 heures de sommeil, tu ajoutes 40 heures de travail, il te reste effectivement 72 heures. C'est vertigineux. Mais carrément, c'est l'équivalent de presque 2 semaines de travail complète qui sont à notre disposition. Et ça, chaque semaine. Donc, l'illusion du fameux « je n'ai pas le temps », elle s'effondre quand on pose ces chiffres. Moi, j'aimerais bien filer une petite métaphore là-dessus. Si on imagine l'attention et le temps comme un compte bancaire, Ok, je vois l'idée. un compte avec des intérêts composés, tu vois, chaque heure gaspillée, c'est pas juste une heure de perdue. C'est une dette. Exactement. C'est une fuite invisible qui génère une dette colossale sur notre potentiel futur. C'est comme un seau percé, l'eau elle s'écoule goutte à goutte devant la télévision, ou tout Sur les en- réseaux sociaux. surtout sur les réseaux sociaux, dans des réunions inutiles ou simplement à scroller le vide absolu. On accumule cette dette silencieuse et ensuite on a le culot de se plaindre de manquer de talent naturel. C'est tellement vrai. Mais mécaniquement, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ce sabotage cognitif permanent? Ce qui est fascinant ici, c'est la biologie évolutive. En fait, le cerveau humain n'a pas évolué pour optimiser la productivité. Ni pour écrire des romans ou monter des boîtes, ouais. Voilà. Il a évolué pour la survie. Et la règle numéro 1 de la survie dans la nature, c'est la conservation d'énergie. Donc en gros, la paresse est naturelle. Biologiquement, oui. L'anesthésie par la distraction numérique, cette fuite permanente dans le confort, c'est un mécanisme archaïque de préservation. Ah ouais, on économise des calories mentales. Exactement. Le cerveau fuit littéralement la douleur de la charge cognitive. Donc, pour contrer ce câblage biologique très puissant, la méthode proposée dans le texte est d'une brutalité clinique. C'est le fameux audit de 3 semaines, c'est ça? Ouais, un audit impitoyable de son propre temps sur 3 semaines consécutives. Et attention,
Pour celles et ceux qui nous écoutent, cet audit ne ressemble pas du tout aux petites listes de tâches toutes mignonnes qu'on fait d'habitude. Ah non, pas du tout. C'est une confrontation totale. Explique-nous comment ça marche, semaine par semaine. Alors, la première semaine, elle n'est pas faite pour changer ses habitudes. On ne change rien. Rien du tout. Elle sert juste à observer le désastre. Il s'agit de noter heure par heure, voire minute par minute, comment le temps est consommé. Oh là là, l'angoisse. Et la friction psychologique qu'on ressent lors de cette première semaine, elle est immense. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Le fameux décalage entre l'idée qu'on se fait de soi et la réalité. C'est ça. Le décalage entre notre ego, la personne soi-disant super occupée et travailleuse, et la réalité mathématique du papier. Le papier qui prouve que tu as passé 3 heures sur ton téléphone un mardi soir à regarder des vidéos de chats. Voilà. La douleur de voir noir sur blanc qu'une pause de 5 minutes sur Instagram s'est transformée en 1 heure et demie de paralysie totale. Ça pique. On brise complètement le déni. Totalement. Ensuite, la deuxième semaine sert à identifier et éliminer ces trous noirs temporels. On colmate les fuites du seau, en gros. C'est l'idée. Et enfin, la troisième semaine introduit la compartimentation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on planifie, avec une efficacité militaire, des blocs de temps très spécifiques. Et attention, l'idée n'est pas de devenir un robot qui ne fait que travailler. Oui, il faut bien vivre. Bien sûr, ces blocs incluent le repos stratégique, l'entraînement physique, le temps en famille. Mais tout est prévu à l'avance. Exactement. L'objectif profond, c'est d'éliminer la fatigue décisionnelle. Quand le temps est alloué d'avance, le cerveau n'a plus besoin de négocier avec lui-même pour savoir s'il doit s'entraîner ou se reposer. Le plan dicte l'action. C'est brillant. Mais tu vois, le problème quand on gère ces 168 heures avec cette précision chirurgicale et qu'on travaille comme un forcené, C'est qu'on finit par réussir. voilà, inévitablement, on atteint des objectifs. Et c'est là que la biologie humaine revient au galop. Le cerveau, une fois arrivé au sommet, il réclame sa petite récompense. Ouais, le confort redevenir l'ennemi numéro un. C'est ça. Comment on empêche cette machinerie mentale de se mettre en mode veille, une fois qu'on a enfin obtenu le succès? Cela soulève une question importante, et c'est lié au piège de la réussite. Ce piège est redoutable à cause de la dopamine. L'hormone du plaisir. Oui, quand un objectif est atteint, le système de récompense inonde l'organisme de satisfaction. L'urgence disparaît. Et pour illustrer cette menace, le récit nous plonge direct dans l'expérience de l'école des Rangers de l'armée de terre américaine. Ah oui, cette anecdote est folle. Il faut bien contextualiser pour notre audience. On a affaire à un individu qui est déjà dans l'élite absolue. Un Navy SEAL décoré. Voilà, un mec qui a survécu à des épreuves physiques innommables, qui a accompli des missions ultra secrètes, et il arrive dans ce nouveau programme de formation des Rangers. Et là, c'est le choc frontal. Un vrai mur. Son grade, son statut, son trident de cils, tout ça est balayé d'un revers de main. Il est traité comme le dernier des débutants. La consigne implicite, en fait, c'est de repartir de zéro. Mais attends, je comprends l'idée un peu romantique de la page blanche, tu vois. Mais concrètement, comment un cerveau habitué à exceller, une psychologie forgée dans l'élite absolue, peut-elle accepter cette humiliation gratuite? Sans se braquer, tu veux dire? Bah oui, l'ego humain déteste ça. Si on traite un expert mondial comme un idiot de service, son premier réflexe mécanique, ça va être la rébellion. Ou au moins le mépris. Et c'est là toute la puissance de la mécanique de l'humilité forcée. Pour absorber de nouvelles informations cruciales pour la survie, il faut détruire l'illusion de la maîtrise. C'est dur, psychologiquement. Très dur. Dans la philosophie zen, on appelle ça le shoshin, l'esprit du débutant. Si ta tasse de thé est déjà pleine, tu ne peux plus rien y verser. L'ego, c'est la tasse pleine. C'est exactement ça. À l'école des Rangers, on lui retire son identité passée pour le forcer à créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles adaptations. Sinon, il meurt dans son arrogance. S'il s'accroche à son statut de SEAL, il est foutu. S'il accepte d'être l'idiot du village qui doit tout réapprendre depuis le début, il survit et il évolue. Mais je me fais un peu l'avocat du diable ici. N'est-ce pas psychologiquement dangereux à long terme? Comment ça? Je veux dire, si on s'interdit perpétuellement de savourer la vue une fois arrivé au sommet de la montagne, si on efface le tableau dès qu'on a terminé un chef-d'œuvre, à quoi bon continuer à peindre? C'est une bonne question. On a quand même un besoin physiologique de célébrer nos victoires pour tenir le coup, non? Et la nuance est vitale ici. Le texte ne prône pas du tout un masochisme sans joie. Les victoires doivent être validées. Ouf, ça rassure un peu. Elles sont stockées dans ce qui a été appelé précédemment la fameuse boîte à cookies mentale. Ce réservoir de preuves d'accomplissement dans lequel on va puiser pendant les crises futures. Donc on célèbre, mais vite fait. Voilà. La célébration doit être un passage, pas une destination finale.
Le grand danger, c'est le plateau confortable. Construire sa petite maison au sommet de la montagne et ne plus bouger. Ah, je vois. C'est là qu'intervient cette métaphore conceptuelle brillante du texte FATS. Le frigo n'est jamais plein. Magnifique image. J'aimerais vraiment qu'on creuse cette image du frigo pour notre audience. C'est l'idée de la famine émotionnelle et intellectuelle volontaire. Peu importe le festin que représentait ta victoire d'hier, l'estomac mental d'aujourd'hui doit crier famine. Il faut toujours avoir faim. C'est ça, la maîtrise d'un domaine crée un confort neurologique qui endort. L'exemple donné dans le récit l'illustre parfaitement. L'histoire de la plongée, hein. Ouais, quand tu atteins la perfection en plongée sous-marine de combat, le réflexe naturel, l'ego, ce serait de donner des cours, de parader un peu avec cette expertise. De montrer qu'on est le boss. Voilà. Mais la philosophie du frigo vide exige de poser immédiatement ses bouteilles d'oxygène, de tourner le dos au confort et d'aller apprendre l'apnée profonde. Un truc radicalement différent où tu es nul au début. De se remettre volontairement en danger de mort, de retrouver la maladresse du débutant, se confronter en permanence à son ignorance. C'est l'antidote absolu contre la sclérose de l'ego. Waouh. Mais que se passe-t-il alors quand cette discipline martiale, cette recherche avide de l'inconfort perpétuel se heurte au reste du monde? Ça fait des étincelles. Surtout que là, ce n'est pas n'importe quel monde. Le récit nous ramène au moment où cet individu, complètement formaté par la philosophie du repartir de zéro, retourne au sein de sa propre équipe d'élite. Chez les opérateurs des forces spéciales, Voilà. On s'imagine que ce sont des frères d'armes qui partagent exactement la même vision extrême, non? et c'est là que la sociologie des groupes entre en jeu, même au sommet absolu de la pyramide militaire. Tout groupe, aussi performant soit-il, cherche l'homéostasie. Un point d'équilibre. Oui. Les coéquipiers ont franchi les sélections les plus dures de la planète. Ils ont gagné leur place, au prix de leur sang. Et biologiquement, psychologiquement, ils estiment avoir gagné le droit de profiter un peu de ce statut. Ils veulent souffler un peu. Confort ambiant, elle est brutale. Sans filtre. Face à ses coéquipiers qui s'installent gentiment sur leur plateau, le narrateur refuse catégoriquement de baisser ses standards. Pire que ça, il s'impose des séances d'entraînement de plus en plus punitives, presque ostentatoires devant eux. Il veut leur montrer ce qu'est la vraie discipline. C'est ça. Il y a un mépris silencieux qui s'installe. Et ça crée une fracture tellurique dans la cohésion de l'équipe. L'isolement est tel qu'on finit par lui attribuer un surnom plein de sarcasme. Le fameux « David, laisse-moi seul Goggins ». Ouais. Il devient une anomalie au sein même de l'anomalie que représentent déjà les forces spéciales. Il devient une forteresse impénétrable. Et c'est la conséquence logique quand l'excellence individuelle se transforme en arme d'isolation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le récit prend une tournure inattendue et franchement profondément introspective à ce moment-là. C'est le moment de la prise de conscience. Exactement. N'importe quel autre narrateur de livre de motivation aurait capitalisé sur cette situation pour jouer la victime héroïque. Le discours classique aurait été « J'étais le seul loup solitaire au milieu des moutons paresseux ». J'étais pur dans ma souffrance. Eux étaient faibles. C'est ça. Mais l'honnêteté de l'analyse ici est saisissante. Avec le recul, la réalisation tombe comme un coup près. Et quelle est cette réalisation? Que cette colère permanente, cette incapacité totale à se lier aux autres, c'était en réalité sa propre faille. Ah! C'était un gigantesque problème d'ego, soigneusement caché derrière le masque flatteur de l'ultra-performance. C'est une déconstruction magistrale de la toxicité du perfectionnisme solitaire, tu vois. Si on analyse les mécanismes du vrai leadership, la véritable influence ne se construit jamais par l'écrasement moral des autres. Ce n'est pas en rabaissant les autres qu'on devient un leader. Jamais. L'ambition affichée de David Goggins à ce moment-là était d'être exceptionnel parmi les exceptionnels. Mais il réalise que l'excellence véritable, ça ne consiste pas à s'ériger sur un piédestal de souffrance pour regarder ses pairs de haut. Sous prétexte qu'il refuse d'aller courir 20 km sous la pluie à minuit. Voilà. En réagissant par le mépris, il a laissé son propre système de défense, son ego traumatisé, dicter sa conduite. Il a confondu la discipline pure avec l'arrogance la plus totale. Donc si on résume, utiliser sa propre capacité de souffrance pour rabaisser son entourage, c'est finalement une faiblesse psychologique déguisée en force de caractère. Totalement. C'est un mécanisme de défense. Comment aurait-il dû réagir alors, mécaniquement parlant, s'il appliquait vraiment les principes d'un leader face à cette équipe qui se ramollit? Un vrai leader agit comme un multiplicateur de force, pas comme un performeur solo qui culpabilise son audience. La véritable force de caractère aurait exigé ce qu'on appelle de l'empathie tactique.
L'empathie tactique, j'aime bien le terme. Il aurait fallu inspirer l'équipe, comprendre leurs motivations profondes et les amener progressivement, tu vois, à s'élever avec lui. Plutôt que de les juger. C'est ça, tirer les autres vers le haut demande infiniment plus d'énergie et de maturité émotionnelle que de s'isoler dans sa propre douleur. Le récit met vraiment en garde contre ce syndrome du martyr de la performance. L'excellence exige des standards impitoyables envers soi-même, c'est indéniable. Oui, mais elle exige aussi une capacité d'entraînement et d'empathie envers l'extérieur. Sans cette bascule vers l'autre, on ne construit rien de durable, on finit juste seul et aigri. C'est vertigineux de réaliser à quel point la frontière entre la maîtrise absolue de soi et la tyrannie de l'ego est fine. Le fil du rasoir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on tente de synthétiser le parcours intellectuel vertigineux que nous venons de faire, on réalise que le chemin vers les plus hauts sommets n'a rien à voir avec une quelconque magie génétique. Aucun talent requis, comme le dit l'idée centrale. Voilà. Ça repose sur deux piliers indissociables. D'abord, une gestion clinique auditée sans aucune pitié de nos 168 heures hebdomadaires pour rassécher la médiocrité et la fuite vers le confort. Et le second pilier, c'est cette humilité radicale. C'est la capacité neurologique à maintenir le frigo vide, tu vois, à détruire volontairement le confort de ses propres certitudes et à toujours accepter de redevenir l'idiot de la classe. L'esprit du débutant en boucle. Exactement. C'est la seule barrière de sécurité pour empêcher l'ego de détruire les fondations que la discipline a mises des années à bâtir, que ce soit seul ou au sein d'un groupe. Et c'est là-dessus qu'on peut poser une véritable provocation intellectuelle. Je t'écoute. Imaginons un instant ce qui se passerait concrètement si dès maintenant, là, à la minute où on se parle, chaque minute des prochaines 24 heures était tracée de manière implacable. Chronométrer et analyser. Chronométrée, analysée sans aucun filtre de justification ou d'excuse, quelle vérité profondément inconfortable découvrirait-on sur cette prétendue absence de talent? Hmm. Sur ce fameux manque de temps ou cette perpétuelle malchance qui nous sert de bouclier contre notre propre grandeur? La réponse se trouve dans l'audit de notre temps, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.